bien vite. Et la voilà, bonjour Valérie Delavigne, qui nous vient. Isabelle. Bonjour, ça nous fait plaisir de vous accueillir et la technologie va bien. Nous sommes ravis. Donc, Valérie Delavigne d'Université Sorbonne Nouvelle qui vient nous présenter l'hospitalité des textes, des perspectives sociolinguistiques. Merci beaucoup, Valérie. Eh bien, merci beaucoup. Et vraiment, merci à vous deux qui vous subissez toutes les difficultés d'organiser ce colloque à distance et en même temps la frustration de nous voir seulement en ligne. Bon, pour ma part, je dois dire que c'est une vraie déception, bien sûr, de ne pas être à Laval aujourd'hui, d'autant plus qu'Isabelle, nous en avions discuté déjà à Houdinée il y a déjà un petit moment. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir aussi de voir un colloque sur le thème. Alors, je vais vous partager, donc mon diaporama. Hop. Voilà, hop, ça marchait bien tout à l'heure. Donc, est-ce que vous voyez ce que je vois? Ah, alors attendez, le partage n'a pas pu démarrer, c'est très désagréable. Pourtant, ça a fonctionné très très bien avec Raymond, il n'y a même pas 10 minutes. Je suis extrêmement vexée. Je recommence, du coup, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Du coup, je reviens là. Excusez-moi, vraiment, je suis navrée parce que je ne comprends pas. Voilà, non, mais je le fais régulièrement en cours. Alors, donc, partager. Et alors, ça vient, parfait. Voilà, c'est bon? C'est parfait, merci. Merci à vous. Alors, donc effectivement, j'ai intitulé ma communication « L'hospitalité des textes, une approche socio-terminologique ». Je reprends un terrain sur lequel j'ai pas mal travaillé il y a déjà quelques temps. Alors, pour ma part, donc, je suis linguiste, plus particulièrement socio-terminologue, c'est-à-dire issue d'une sociolinguistique qui s'intéresse aux usages et à la circulation sociale des terminologies dans une perspective d'analyse de discours. Et ce qui m'intéresse pour ma part, c'est les dispositifs informationnels et communicationnels de la vulgarisation scientifique, technique et médicale, ce dont il va être question aujourd'hui, à leur forme et leurs usages. Et je vais plus particulièrement vous parler aujourd'hui de la question du jargon et de sa dissolution en m'appuyant sur des exemples pris dans un de mes terrains qui est la cancérologie. Alors, je ne peux plus passer mon diaporama, c'est embêtant. Décidément. Voilà. Alors, je commence un petit peu dans le dur, j'allais dire, par ce petit extrait d'un forum qui est issu d'un forum, je précise, pour des patients atteints de cancer, qui nous disent donc, vous lisez, c'est quoi ce qui d'eux? Si j'ai bien compris en lisant Internet, ça voudrait dire que ça va vite, pourquoi on ne m'a pas tout expliqué, je suis dans le flou. Et la réponse, tout ce dont tu parles, ce sont des marqueurs qui servent à déterminer l'agressivité d'un cancer et aussi le traitement qui convient. Et il y a d'autres analyses possibles à ce que je comprends. Et bien évidemment, elle finit par « c'est bien compliqué ce jargon ». C'est exactement de cela dont je voudrais parler. Donc, je commencerai par évoquer ce mot de jargon qui n'est pas toujours très bien vu, il faut dire ce qui est, pour ensuite vous présenter une réponse que j'ai pu apporter dans le cadre d'une demande sociale, de discuter ensuite de l'apport de la rédactologie, des littératies et de ce que j'ai appelé l'ergonomie discursive, et voir ensuite si les forums ne peuvent pas, somme toute, constituer des ressources pour la rédactologie, pour enfin conclure. Alors, le jargon. Le jargon, c'est avant tout une dénomination idiosyncrasique, c'est-à-dire que c'est mon jargon, ton jargon. Ce n'est pas un concept linguistique à proprement parler. Le jargon, ça correspond à quoi? Ce sont tout simplement les termes et la phraséologie qui sont propres à une activité. C'est ce qu'on peut mettre souvent sous le terme de sociolecte ou de technolecte. Quoi qu'il en soit, le jargon, c'est essentiellement hors de la communauté. C'est quelque chose dont on revendique, dont on se justifie et qui prête à un jugement de valeur. C'est un facteur identitaire, et ce qui nous intéresse aussi, c'est que c'est un facteur d'exclusion. On se reconnaît par l'usage des mêmes mots, des mêmes terminologies, de la même phraséologie, ce qui crée un effet de connivence. Mais à l'inverse, ça peut également exclure décidément, j'ai des petits soucis de... Alors,
Et voilà, je sais pas ce qui se passe. J'ai un nouvel ordinateur. Alors, attendez, je vais arrêter de partager 2 secondes pour revenir, hein, parce que j'ai l'impression que je suis bloquée. Alors, je suis vraiment désolée. C'est très, très, très stressant. Je repartage tout ça. Hop. Voilà, partager. Nous y revoilà. Donc, je vous disais qu'il y avait effectivement un effet d'hermétisme. C'est un facteur d'intimidation et pour le sujet qui nous occupe, bien évidemment, c'est tout à fait important. Pour avoir une petite définition, j'allais dire, du jargon, Josette Redebov nous disait que le jargon commence là où l'expérience fait défaut. Et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est une forme de clôture d'une culture, et finalement, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans une enclave donnée, parce qu'on a besoin de nos jargons pour communiquer, et c'est au jointif, à la frontière, que ça se passe. Finalement, sans voisin, on n'a pas besoin de négocier quoi que ce soit. C'est au sens de Bourdieu ce qu'on pourrait appeler un signe de distinction, c'est-à-dire qu'on exhibe ce que l'on sait, et ça fait partie effectivement du pouvoir symbolique des noms. Alors effectivement, ce jargon, dans une optique de meilleure communication, c'est avant tout quelque chose à dissoudre. Mais Marie-Françoise Mortureux mettait l'accent sur la nécessité du jargon, d'abord qui pose une légitimité. Du point de vue des énonciateurs, c'est un marqueur identitaire, mais aussi du point de vue des récepteurs. Et ce qu'elle disait là était tout à fait intéressant, c'est-à-dire que c'est avant tout aussi des marqueurs de scientificité, de technicité et donc de validité d'un propos. Alors, bien évidemment, ça nécessite un aménagement des signes, hein, avec tout un procès d'adaptation, avec diverses stratégies discursives, nous y viendrons. Et aussi, ça implique qu'il faut considérer que le terme technique n'est pas forcément le seul mot capable de dire le réel. Et donc, si l'on essaie d'adapter cette question du jargon à une demande sociale à laquelle j'ai été confrontée il y a déjà quelques années, qui est un exemple en cancérologie. C'est quelque chose auquel j'ai été confrontée en tant que participant à un programme d'élaboration pour des brochures pour des patients atteints de cancer à l'Institut national du cancer, notamment, mais sur lesquels je continue à travailler parce qu'il me semble que justement, il y a encore beaucoup de choses à créer. Alors, pour vous dresser rapidement le cadre, hein, il y a toute une évolution de la relation patient-médecin. On est passé d'un modèle paternaliste avec le médecin qui détenait seul l'information au modèle d'un patient dit éclairé, hein, qui sera éclairé en tout cas, qui devient du coup partenaire et acteur de sa prise en charge. Alors, il faut bien dire aussi qu'il y a une demande forte en cancérologie avec un contexte très particulier, hein, contexte dysphorique, des traitements difficiles à vivre, de longue durée, des bénéfices parfois incertains et des effets secondaires importants. Et dans ce patient devenu acteur, c'est arrivé aussi dans un cadre plus général, un cadre de démocratie sanitaire qui a été développé en France dans les années 90, mais dont la France est inspirée aussi de ce qui se passait justement outre-Atlantique. Et finalement, aujourd'hui, le patient est devenu un usager qui doit devenir désormais acteur des soins qui lui sont proposés. Ce qui pose bien sûr un certain nombre de problèmes. Ça présuppose notamment que l'information suffirait à rendre le patient autonome. Mais ça ne prend pas en compte d'abord ses propres besoins d'information, les supports utilisés, son niveau de littératie en santé et aujourd'hui son niveau de littératie numérique, le moment où l'information est reçue, l'état du patient sur le plan cognitif ou psychologique, etc. Et puis, il y a aussi d'autres enjeux, bien évidemment, qui sont finalement, est-ce que ce patient acteur, ce n'est pas aussi pour valider du point de vue du personnel soignant un choix thérapeutique, voire de prévenir d'éventuels procès. Il y a quelques littératures sur le sujet. Alors, il s'agissait donc de répondre à un besoin social en créant une plateforme d'information médicale dite de référence sur les cancers pour les personnes malades et leurs proches. Alors, j'ai bien personne malade parce qu'effectivement, il y a eu une discussion, on a parlé du jeu notamment hier soir, enfin hier matin, hier, je ne sais plus, hier après-midi pour vous, pour ceux qui sont loin. Les personnes malades, justement sur la dénomination de personnes malades, de personnes atteintes de cancer, de patients, etc. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, il y avait un public qui était quand même bien défini et cette plateforme d'information devait être validée, actualisée et adaptée
adapté, autrement dit, et vous verrez les guillemets, compréhensible, clair et lisible. Bon, je vais assez rapidement là-dessus. Ça donnait lieu à un site internet, pas trop rapidement néanmoins, des documents d'information et un dictionnaire qui est actuellement en ligne. Alors, on est en phase de documents polyphoniques avec un rédacteur chef de projet qui suit des validations et des révisions, des collèges de patients et d'anciens patients sur des localisations cancéreuses en fonction bien évidemment de ce qui est proposé, et puis des proches ou des personnes non concernées par la maladie, puisque le regard n'est pas la même. Et en face ou à côté, plutôt en accompagnement de cela, il y a tout un collège d'experts, professionnels de santé, de médecins, d'infirmiers, psychologues et du linguiste, moi-même. C'est une méthodologie qui a été mise en place et qui a été vraiment reconnue sur le plan international, même une thèse en santé publique qui s'est menée là-dessus par un des chefs du projet, Julien Cartier, dont je vous ai mis quelques éléments biographiques si vous le souhaitez. Alors, j'ai rajouté cette diapositive hier en vous écoutant hier, en me disant, finalement, cette méthodologie, elle a été reconnue aussi parce que les usagers étaient au cœur du dispositif. Alors, évidemment, ces usagers, alors je vais passer rapidement là-dessus aussi, devait permettre d'identifier un certain nombre de besoins, d'avoir des termes au plus près des besoins, mais aussi, et c'est pour ça que vous avez à votre droite de l'écran un petit carré qui est lui en bleu, c'est-à-dire qu'à l'issue de la production des documents, il y avait aussi un contrôle, une espèce de validation des brochures qui pouvaient sortir. Alors effectivement, vous avez là donc une copie d'écran du site de l'Institut national du cancer avec tous les documents qui ont pu être produits, et certains de ces documents sont en ligne. Voilà. Alors ça pose un certain nombre de problèmes d'un point de vue de linguiste, puisque c'est ce que j'appelle une linguistique impliquée. Pourquoi ça pose un certain nombre de problèmes? Parce qu'il s'agit de passer la description, puisque nous, linguistes, nous sommes d'abord des descripteurs, à une prescription, autrement dit d'une observation à une intervention. Alors, c'est certes conforme aux objectifs de la socioterminologie qui décrit puis éventuellement propose, mais quoi qu'il en soit, ça reste une pratique individuelle qui n'est absolument pas organisée par l'institution. Et c'est quelque chose qui est à inventer et on bricole, il faut bien dire ce qui est. Alors, l'idée, c'est évidemment d'aller chercher aussi des outils théoriques et méthodologiques au-delà, évidemment, de sa position disciplinaire, surtout au-delà de préférences subjectives guidées par l'intuition, bien évidemment, et puis de convoquer du coup des diverses disciplines, alors proches, comme la sociologie, la psychologie, les sciences cognitives et la rédactologie. Alors, dans ce cadre, il a quand même fallu faire passer un certain nombre d'idées, à savoir qu'il a fallu combattre une illusion, qu'on était à la recherche d'une écriture idéale, qui était synchrone à son objet et dont les linguistes auraient la recette. Et il s'agit de dépasser avant tout une vision instrumentale de la communication, puisque l'interprétation n'est jamais incluse dans les énoncés. Et le sens que l'on veut y mettre n'est pas nécessairement celui que construira le co-énonciateur. Ça pose aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est linguiste, on représente, alors malgré la mauvaise image de la science aujourd'hui, ça représente quand même une validation par l'aura d'un statut scientifique. Finalement, le linguiste dans une équipe, c'est aussi une forme de caution, un label. Et on a souvent des énoncés, comme la linguiste a dit, alors ce sont des choses qui sont bien décrites, notamment dans le cadre de recherche-action, où finalement on se retrouve à dire le vrai, alors que l'on ne dit que l'informer éventuellement. Quoi qu'il en soit, l'idée à faire passer, c'est aussi qu'il n'y a pas une bonne vulgarisation. En fin de compte, il n'y a pas de prêt-à-porter langagier, on pourrait dire. Il n'y a pas une lecture scientifique qui serait meilleure qu'une autre. Il y a éventuellement donc une lecture informée, mais cela s'arrêterait. Alors, le projet que je vous ai présenté là visait effectivement une certaine efficacité communicationnelle entre des données de la pratique clinique et puis mise à disposition de patients atteints de cancer. Il s'agissait effectivement d'avoir un langage clair qui, je le dis d'emblée, ne me semble pas être une notion linguistique, et comme dirait Alice Kripplank, en fait, c'est pas si clair.
C'est quelque chose qui est à interroger, à penser, à travailler. J'avoue que pour ma part, ça m'a posé et ça continue à me poser beaucoup de questions. Comment on mesure finalement l'efficacité d'un discours, malgré toute la procédure que je viens de vous montrer, de mettre les usagers au centre. Quels sont les indicateurs qui permettent d'évaluer ces facteurs et finalement, quelle catégorie d'analyse peut-on mettre en œuvre. Je suis allée voir évidemment ce qu'il pouvait se dire à droite à gauche et on retrouve alors des choses qui sont absolument pas extraordinaires, une sorte d'injonction faite aux scripteurs qui ont été bien repérées par les uns et les autres, du style écrivez pour votre lecteur, il faudrait savoir ce que ça veut dire en vrai, soyez clair, soyez concis, choisissez vos mots avec évidemment la loi de Baudot par rapport aux mots courts, préférez les phrases courtes aux phrases longues, utilisez de la voix active, éviter l'antéposition du complément circonstanciel, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est des sortes de préconisations qu'on retrouve notamment dans un guide que l'on a utilisé, qui en fait était beaucoup inspiré par notre propre méthodologie, non pas l'Institut national du cancer, mais la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer dans le projet SOR Savoir Patient. J'ai montré par ailleurs qu'il y avait une grande hétérogénéité de préconisations. Et puis après, à partir du moment où ces documents devaient éventuellement aller sur le web, il me semblait qu'il fallait s'interroger sur ce qu'il disait sur comment on écrit sur le web, pour le web. Et là, donc, j'ai constitué un petit corpus spécifique, mais rien qu'en tapant, et ça me semble-t-il, c'est extrêmement symptomatique, rien qu'en tapant écrire sur le web, je me suis retrouvée avec presque, vous voyez, 97 000 résultats et une explosion de formations avec un présupposé, puisque ces formations, il faut bien les justifier, que écrire sur Internet, finalement, n'a rien à voir avec l'écriture traditionnelle. Alors, le problème de ces choses-là, c'est que est-ce qu'on est en face d'un savoir expert ou en face d'un empirisme? Dans la mesure où, généralement, dans ces formations, on ne trouve pas d'éléments bibliographiques qui permettraient de repérer un petit peu. Et c'est vrai que ces résultats montrent notamment qu'il y a un vrai succès des manuels et des formations, au point que Alice Kriegplank, notamment, puisse parler d'un marché de la formation. Alors, et ces documents, en fait, visent à établir des préconisations, mais aussi éventuellement à évaluer. On s'aperçoit que des notions comme clarté, lisibilité, intelligibilité, compréhensibilité, etc., ne sont pas problématisées, et notamment, il n'est jamais fait à l'article de Céline Baudet, qui essaie de mettre un petit peu d'ordre dans tout cela, et que finalement, on se retrouve avec des recettes de bon sens, mais avec un déficit théorique, et finalement, comment évaluer des produits discursifs et leurs effets. Au nom de quoi peut-on évaluer? Selon quels critères? Comment on peut dire que qu'un produit discursif est de bonne ou de mauvaise qualité? Sans doute faut-il se tourner vers la matérialité même de l'activité langagière et de regarder ce qui nuit à la communication. Un bruit, qu'est-ce qu'il y a comme bruit au sens linguistique du terme? Autrement dit, des éléments susceptibles de provoquer des difficultés de communication. Au contraire, qu'est-ce qui peut favoriser la communication? Et ça pose aussi un autre problème d'un autre ordre, c'est-à-dire que évaluer la bonne ou la mauvaise qualité d'un document, est-ce que ça ne revient pas finalement à poser une norme, autrement dit un idéal de production discursive? Est-ce que ce n'est pas une affaire de style ou d'esthétique, qui finalement sont des considérations difficilement systématisables? Et enfin, la dernière question, c'est de quel point de vue? De point de vue des experts, le caractère simplificateur ou réducteur d'un texte par rapport aux connaissances véhiculées peut poser problème, notamment sur le plan de la justesse, sur le plan de la précision et sur le plan des représentations qui sont portées par les textes. Finalement, c'est leur jargon qu'on bouscule un peu, et ça peut poser de vrais problèmes, notamment par un rapport à la vérité. Et puis, du point de vue des destinataires, certes, la visée, c'est une communication efficace. Il faut savoir effectivement si un texte est adapté ou pas, et pour cela, me semble-t-il, on peut regarder du côté des stratégies discursives qui vont permettre l'intercompréhension. Alors, je continue du coup mon propos sur finalement, quand on souhaite élaborer ce genre de document, il s'agit de s'outiller pour analyser et proposer. Quand on regarde donc que ce soit les brochures sur l'écriture efficace
je ne parle pas de certaines des brochures dont bien évidemment certains ici sont l'auteur, mais des choses que l'on peut trouver assez rapidement sur le net, ou que ce soit également donc, des choses qui sont proposées dans le cadre de formations qui sont à vendre. Hein. Le constat, c'est que finalement, la communication est bien souvent réduite à une dimension instrumentale. On retrouve régulièrement le schéma de Wiener que je vous ai présenté là. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça occulte finalement les dimensions sociales et culturelles et les usages liés les enjeux, pardon, liés aux usages des dénominations. Hein. Par exemple, en matière d'énergie nucléaire, on peut essayer qui est un autre de mes terrains, on peut essayer de vulgariser résidus ou de remplacer déchets par résidus, mais en fait, ce n'est pas la même chose. En cancérologie, parler de nutrition entérale, ok, mais gavage, qui semblerait a priori plus simple, ça pose d'autres problèmes. Parler de castration par des médicaments, par exemple, ben, vous voyez tout à fait les dimensions dysphoriques qui apparaissent ici. Et en fait, ce qui est généralement oublié, c'est qu'un texte n'est jamais clair en soi. Hein. Et c'est une des raisons alors, qui m'a permis de me tourner vers la rédactologie, alors j'ai repris une expression que j'aime bien, qui est la science des conduites scripturales, qui est avant tout une approche interdisciplinaire et qui met en œuvre différents paradigmes théoriques et cadres méthodologiques. Alors là, je vais vraiment demander toute l'indulgence, parce que je ne suis pas une spécialiste en rédactologie. C'est pour moi actuellement un pan que je découvre depuis un petit moment, mais voilà. Et donc, j'espère ne pas dire trop de bêtises, et je suis prête, bien évidemment, à en discuter, quoi qu'il en soit. Moi, ce que j'ai pu remarquer, puisque alors Google est mon ami, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, le mot rédactologie que j'ai tapé donc sur un moteur de recherche, ce moteur de recherche bien connu, m'a amené à un résultat qui m'a semblé un peu surprenant, puisque j'avais 5000 résultats en français. Alors, on peut peut-être se dire que cette volonté d'être interdisciplinaire, qui est la vocation même de la rédactologie, finalement est un frein à sa reconnaissance institutionnelle. Alors, c'est une discipline qui œuvre aujourd'hui à se doter d'une terminologie, puisque j'ai des collègues terminologues qui se sont préoccupés de travailler. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses extrêmement intéressantes, me semble-t-il, à retenir, notamment la question des littératies. Hein, et je vais remercier notamment Sarah Vecchiato et Sonia Jéromis qui m'ont fait travailler ces notions-là il y a quelques temps, et qui permet en fait de prendre vraiment en compte l'utilisateur, qui est, au-delà du lire-écrire, permet de relever vraiment des faits linguistiques et cognitifs relatifs à l'écrit et aux dispositifs socio-afférents, qui soient numériques, hein, oui ou non. Alors bon, parce que je ne vois pas le temps du coup avec mon plein écran, donc j'espère ne pas être qu'une visibilité sur l'heure. Alors, la littératie, bon, on a en face une espèce d'énorme, d'atomisation en fait de la notion, hein, parce qu'on entend parler de littératie universitaire, financière, administrative. Valérie, il reste 3 minutes avant les questions. Excusez-moi. Je me dépêche. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement la dimension scalaire, hein, de cette notion de littératie. Et quand il s'agit d'aménager les textes, donc la rédactologie propose effectivement de travailler avec cette notion de littératie. Et il me semblait intéressant aussi qu'on puisse parler d'ergonomie discursive, qui est une notion, hein, que j'avais proposée, qui est assez intéressante dans la mesure où ça permet de regarder les conditions de travail et des relations entre l'homme et une technologie. Autrement dit, il y a une notion d'adaptation, hein, de son énonciataire, et surtout de travail discursif qui montre vraiment une co-construction du sens grâce aux différents éléments linguistiques qui permet un étayage. Donc, il me semble que ça peut être un bon outil d'évaluation, discours ergonomique et non ergonomique, en fonction des traces que l'on retrouve. Et bien évidemment, le problème, c'est que l'interprétation dépend des caractéristiques individuelles des co-énonciateurs. Et donc, c'est vraiment une co-construction. Alors, très rapidement, du coup, au niveau de mes forums, rassurez-vous, je n'ai pas beaucoup d'exemples. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce sont des énoncés de ce type-là. Hein. Donc, des énoncés qui sont dans des forums qui font partie donc, de discours numériques natifs. Des choses comme « Merci Jenny pour tes explications très claires » ou « Merci beaucoup Ariel pour ta réponse, elle est claire ».
Voilà. Et des réponses comme ça, et des choses comme ça, tu me renseignes beaucoup mieux qu'au centre où je suis suivie. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait que ces commentaires épilinguistiques, dans ces textes nativement numériques, finalement jugeaient les propos des autres patients clairs? Et finalement, ces questions étaient-ils ergonomiques? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un jargon extrêmement important dans ces forums, qui montre la trace de l'expertise et l'indice de la culture périmédicale, donc autour du médical. Je vous en livre un exemple que je ne vais pas lire, mais voilà ce qu'on est susceptible de trouver dans des forums. Et en fait, il me semble que certaines pratiques d'écriture, qui sont assez proches de discours de vulgarisation que j'ai pu étudier par ailleurs, pourraient être utilement réinvesties dans une approche rédactologique. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une réelle pertinence définitoire des énoncés, donc quelque chose qui devient très efficace. Et peut-être que le fait que les pairs c'est une jeu de questions-réponses entre pairs, ça incarne le discours et ça met en œuvre spontanément des compétences interactionnelles. Autrement dit, ce seraient des discours qui seraient en prise directe sur le discours d'autrui et on aurait des énoncés, vous allez voir très clairement, par exemple chimio, vous voyez même c'est la forme d'une définition, c'est une série de produits qui te mettent en intraveineuse, ou B5, ça veut dire cancer retrouvé à la biopsie, rien de plus, ou encore cet exemple que j'aime bien, Marie, un clip axillaire est une petite agrafe métallique utilisée couramment par les chirurgiens, etc. Donc, il me semble qu'en fait, on peut repérer là un certain nombre de traces métalinguistiques dans les corpus et repérer tous ces événements discursifs autour des termes permettent peut-être de trouver des choses qui seraient tout à fait intéressantes pour cela. Alors, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment la question de la garantie, mais on s'aperçoit que finalement, il y a une régulation. Alors, pour ma conclusion, évidemment, tout texte à produire, qu'il soit issu de forums ou des textes que des descripteurs devraient écrire à destination de patients, peut être vu comme un espace de négociation. Ce qui est à négocier, c'est bien évidemment l'interaction entre les unités lexicales, leurs reformulants, les marqueurs discursifs, toutes les isotopies qui peuvent être aller au fil du texte, et tous les autres niveaux aussi du texte, de l'intertexte, qui vont permettre de produire du sens et construire la référence. Il me semble qu'une piste, que ce soit les forums ou les réseaux sociaux, ce qu'on a pu voir précédemment, en fait, ça permet d'aller regarder quelles sont les constructions discursives au plus près des pratiques des locuteurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Valérie, c'était extrêmement intéressant. Je cède la parole 2 secondes pendant que je vais regarder les questions. Oui, donc merci pour ce balayage et en même temps la reconnaissance de la rédactologie. Merci beaucoup parce que ça permet de voir que petit à petit, c'est un mot qui fait boule de neige. Et je pense que si Céline Baudet nous écoute, elle doit être contente de tout ce chemin parcouru. Alors, moi, j'aurais d'abord une remarque sur le fait qu'on pourrait faire une analogie entre l'idée qu'en rédactologie, on n'arrête pas de dire que le lecteur est au centre du dispositif pour évaluer la clarté d'un propos et que là, vous mettez en avant le patient qui est au centre et que c'est lui qui, en fait, va déterminer si ce qui a été mis à sa disposition est pertinent ou pas. Et dans votre approche avec les patients intermédiaires, quand vous avez présenté toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, on voit bien que ça constitue presque une communauté, c'est-à-dire qu'il y a un partage de connaissances et qu'ils deviennent eux-mêmes médiateurs. Ils sont presque des rédacteurs professionnels. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça. Alors, non seulement j'en pense beaucoup de bien, mais surtout enfin, de ce que vous dites notamment, mais c'est surtout qu'est reconnu aujourd'hui ce qu'on appelle des patients experts. Oui. Alors, ce qui pose aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'il y a même une université, c'est plus joli au Curie parce que nos universités parisiennes passent leur temps à changer de nom, mais voilà, donc qui a créé, je cherche le nom
bon, Oui. ça va revenir, mais ce n'est pas grave, qui a créé justement une université des patients. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces patients-là, ils ont une vraie compétence qu'ils sont capables de transmettre parce qu'ils ont, alors ce que j'ai appelé, j'ai regardé un peu rapidement, une expérience, enfin une culture périmédicale qui comprend à la fois certes, la connaissance du médical, la connaissance du système de santé et leur propre connaissance en tant qu'individus qui ont vécu la maladie. Donc, ce sont les plus à même, effectivement, de devenir des experts et du coup de transmettre et de finalement aussi jouer un rôle au sein des structures hospitalières pour venir apporter. Voilà. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, d'écriture comme ça, pas forcément. Alors là, c'était un très, très gros dispositif. Il y a eu pas beaucoup de publications sur le travail qui a été fait dans ce cadre-là. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a une prise en compte de ces patients experts qui peuvent aussi expliquer et aider à formuler pour des petits documents qui pourraient être localement produits. Et ça me semble très intéressant justement. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont médiateurs. Tout à fait, complètement. Alors, j'ai une toute petite remarque par rapport au mot de médiateur, parce qu'en fait, c'est lié au fait que j'ai travaillé sur la vulgarisation et qu'il me semble qu'on efface avec le mot de médiateur ce beau mot de vulgarisateur. Voilà. Bon, ça, c'est un petit côté militant, voilà. Mais bon, je suis tout à fait votre propos. Alors, mais je rebondis. Juste, je voulais dire une remarque où j'étais complètement en symbiose avec votre propos quand vous parliez des manuels et des guides d'écriture qui avaient un succès fou en termes, on pourrait dire, commercial et qui malheureusement n'ont pas de bibliographie. Et que merci de le souligner parce que c'est plus possible de penser une rédaction professionnelle, une écriture de haut niveau sans donner des références bibliographiques qui seraient celles de la grammaire scolaire. C'est pas possible. Et donc, merci de l'avoir dit. Alors, évidemment, il y a un réflexe, j'allais dire universitaire, ça fait partie des premières choses que l'on regarde, mais quoi qu'il en soit, il me semble qu'au-delà de ce réflexe-là, ça dit des choses sur la validité scientifique du document qui est produit. Et même si c'est un petit peu long, voilà, ça peut être en petit, mais la présence même d'une bibliographie me semble extrêmement importante. Tout à fait, oui, oui. Absolument. Je prends la balle au bon parce qu'on a plusieurs questions dans les questions-réponses. Alors déjà, j'ai une question de Rachel Gagnon qui nous dit, lorsque vous parlez de proches, parlez-vous aussi de proches aidants, les personnes, familles ou non, qui prennent soin de la personne? Bien oui, ça. bien sûr. En fait, on s'est dit au départ, parce qu'en fait, je suis là, je ne devrais pas le dire, parce que du coup, vous allez tous savoir mon âge bientôt. Je suis sur le projet, j'étais doctorante à l'époque, et depuis 98. Donc, j'ai vu toute l'évolution de la méthodologie qui a été vraiment quelque chose qui est monté en puissance au fil des années. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on a dit, bon, OK, on va convoquer des patients. On va notamment le premier guide pour le cancer du sein en 2000, où s'est passé d'ailleurs quelque chose qui était assez intéressant. J'ai le temps, je vais vous en parler 2 secondes. Mais en fait, on n'avait que des patientes atteintes de cancer. Or, très vite, elles-mêmes nous ont dit, mais il n'y a pas que nous. Nos proches sont parfois affectés, parfois bien plus que nous, à la pathologie. Je crois qu'on peut avoir tous les uns et les autres l'expérience, effectivement, où finalement, c'est le proche qui vit parfois le plus mal la maladie. Et donc, c'était absolument nécessaire de le faire. Et effectivement, les aidants, notamment, alors proches, à l'époque, on ne disait pas aidants. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait rajouter, parce qu'il y a quelque chose entre les proches, qui, par exemple, un enfant, et un aidant, qui de fait est celui qui va soutenir la personne malade. Et alors, juste pour revenir sur ce guide pour les patientes atteintes de cancer paru en 2000, il a fallu le rééditer très rapidement pour une bonne raison. C'est qu'en fait, on avait oublié quand même notre population, à savoir qu'en fait, c'était majoritairement des femmes atteintes de plus de 60 ans.
Or, les caractères, qui étaient une très jolie police de caractères qu'on avait choisi, on était essentiellement des femmes à l'époque, et donc on avait choisi quelque chose de très féminin, sauf que c'est absolument illisible, et une typographie trop petite. Ça paraît anecdotique, hein, mais si je le souligne, c'est que ça ne l'est absolument pas. Et là, d'ailleurs, il a fallu rééditer. On a eu le prix Prescrire à l'époque pour ce guide, mais voilà, on l'a très vite réédité, non seulement parce qu'on avait besoin de le diffuser, de diffuser ce travail, mais aussi et qu'il y avait un vrai besoin social, mais aussi parce que voilà, on était confrontés juste à un problème auquel on n'avait pas du tout réfléchi et auquel, je pense, la rédactologie aussi maintenant, aujourd'hui, prend en compte. Merci. Une autre question. Est-ce que le choix de certains mots qui sont interprétés ou définis différemment pose un problème selon leur utilisation? Par exemple, intégrité peut dire quelque chose de différent selon qu'il est utilisé pour le management, un individu ou une travailleuse sociale. Bien sûr, et c'est tout le problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'évoquer par exemple le travail social, parce que dans ces guides, il n'y avait pas seulement des aspects liés à la pathologie, mais également tout ce qui concernait, il y a des aspects juridiques, par exemple, on a mis sur curatelle, des choses comme ça qui appartenaient. Donc, ce n'est pas seulement que du vocabulaire médical, hein, il y a plein de choses. Et bien évidemment, on se retrouve au fait du langage qui est, toutes les langues naturelles ont juste un souci, c'est qu'elles ne sont absolument pas univoques. Et voilà. Et je me souviens notamment d'un exemple que j'avais proposé dans le cadre d'une reformulation pour parler de mobilité, pour un kiné, un document de rééducation. Et en fait, on m'a dit, ah, mais non, c'est pas du tout, il ne faut pas parler de mobilité parce que ça a un autre sens. Et bien évidemment, cette polysémie nécessite de connaître vraiment à fond tous ces aspects-là, d'aller... et là où c'est important, c'est justement de tester. Et régulièrement, les experts, je peux vous garantir que j'ai des reformulations de reformulations, c'est-à-dire des reformulations vulgarisatrices de la part d'experts qui sont tout à fait fâchés de ce qu'on fait avec leurs mots. Et je parlais tout à l'heure de rapport à la vérité, mais c'est cela qui est engagé. C'est-à-dire qu'avec le mot, avec le vrai mot, on a le sentiment de dire le réel. Et on a du mal parfois à passer outre. Et ça, c'est une vraie difficulté. Absolument. Merci. Une autre question. Quel est l'intérêt du producteur du site web sur le cancer à mettre en place cette équipe? Qu'entendez-vous par efficacité? Alors, attendez, là, du coup, je ne saisis pas bien. Quel est l'intérêt du producteur du site web? Donc l'INCa, l'Institut national du cancer, oui. De mettre en place cette équipe. C'est tout simplement pour la qualité. C'est un gage de qualité. D'ailleurs, sur le site de l'Institut national du cancer, vous avez disponible en ligne toute la méthodologie d'élaboration des guides que vous pouvez trouver très facilement, qui sont justement quelque chose qui, comme je vous dis, le résultat d'une histoire de rédaction, une histoire de personne, une histoire de confrontation avec le public qui était visé, avec les citoyens visés. Et du coup, c'est absolument fondamental justement de mettre cette méthodologie, me semble-t-il, en avant, puisque c'est une des raisons, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis tout à l'heure, entre guillemets, dite de référence. Elle s'auto-désigne comme de référence. Pourquoi? Parce que justement, c'est cette méthodologie-là qui est vraiment validée sur le plan international, avec un retour des patients aussi extrêmement, qui est importante à mettre en avant. C'est-à-dire que finalement, ce qui est intéressant aussi, et je pense que dans le cas de la rédactologie, au-delà des bibliographies, ça peut être intéressant comme chose à retenir, me semble-t-il, très modestement, bien sûr, c'est justement de dire, voilà comment on a fait, comment on s'y est pris. Parce que ça fait partie des facteurs de qualité, justement, de reconnaissance de la qualité d'un document qui peut être produit par une équipe. Alors, je continue dans ce sens-là. Merci de la réponse. Quelle valeur accordez-vous, par exemple, aux données probantes issues de projets de recherche auprès des utilisateurs et qui soutiennent des mesures dans des guides de rédaction qui seraient exempts de bibliographie? Donc, voilà. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Ça veut pas être... Alors, évidemment, il y a des choses très bonnes parce qu'il n'y a pas un certain nombre de signes qui apparaissent, de signes visibles, de traces du travail qui a été fait, de traces de lecture qui ont été faites. C'est pas dire que le guide soit mauvais. On est bien d'accord. Voilà. Il me semble que c'est juste un indice supplémentaire qui permettrait justement de dire, voilà, ça c'est la super qualité, quoi. Voilà comment on bosse.
Absolument. Quelqu'un nous donne un commentaire, Isabelle Ladouceur Séguin. Merci pour cette intéressante présentation. Ayant travaillé en vulgarisation médicale dans un hôpital, nos critères de qualité étaient les suivants. Clarté, les usagers savent-ils ce qu'ils doivent faire? Sont-ils capables de le dire dans leurs mots? Pertinence, est-ce que l'information est utile pour l'usager? Est-ce qu'elle répond à leurs besoins? Persuasion, est-ce que les usagers agissent selon les conseils qu'on leur donne? Adhèrent-ils à leur traitement? Et lisibilité, qu'est-ce qu'un patient ayant un niveau de littérature faible est en mesure de lire, est-ce qu'il est en mesure de lire le texte? Donc, ça, c'est un vrai problème parce que effectivement, enfin, on est confronté à le patient, c'est monsieur tout le monde. Hein. Et donc, il y a des grosses disparités. Alors, peut-être qu'on avait pensé à un moment donné, enfin, voilà, c'était dans l'ensemble des hypothèses qu'on avait examinées, mais il y a très longtemps, de faire des choses, je veux dire, variables selon les publics. Mais bon, le problème, c'est que ça devient un petit peu compliqué. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui quand on a des choses qui sont sur le web. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement l'hyperlien qui va permettre d'aller éventuellement naviguer. Alors, nous avions tout un système de glossaire dont j'étais responsable et qui est devenu d'ailleurs le dictionnaire en ligne qui est actuellement donc, sur le site de l'Institut national du cancer. Nous avions effectivement des mots étoilés qui renvoyaient à un glossaire en fin de document et qui aujourd'hui, sur le net, renvoie au dictionnaire tel qu'il est en ligne. Donc, il y a ou à un autre document. Hein. Donc, il y a cette espèce de navigation qui est rendue aujourd'hui possible par les usages du web. Là aussi, qui mérite aussi une acculturation, hein, parce que la littératie numérique, elle n'est pas la même pour tout le monde et on est confronté, notamment dans le cas de cancer, avec des patients âgés. Des patients du coup qui n'ont pas la littératie numérique suffisante, voire qui ne savent même pas ce que c'est qu'Internet et n'ont pas de smartphone, etc., ce qui est un vrai problème et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce colloque existe aujourd'hui. Et ben voilà, qu'est-ce que l'on fait effectivement? Donc, comment atteindre des possibilités? Voilà, je pense qu'il y a alors des choses qui ont été établies par la rédactologie qui permettent de dire il y a des niveaux. Alors, personnellement, j'ai du mal à les utiliser, peut-être parce que je n'ai pas le persona, par exemple, là, dont on parlait hier. Voilà, mes représentations du patient voilà, ne sont pas forcément les bonnes. Mais c'est vrai que c'était une vraie difficulté et il faudrait sans doute faire des choses à géométrie variable. Sans doute. Une dernière question. Pour rendre des textes attrayants, qu'est-ce qui leur donne de la force et qu'est-ce qui pourrait leur enlever de la force? En fait, là, on est plus dans la communication. Oui. En dehors du fait qu'il soit effectivement attrayant, parce qu'attrayant, c'est quelque chose, enfin, ça veut dire quoi attrayant? Est-ce que c'est joli, beau à regarder? Dans ce cas-là, c'est le lien image dont il était question dans la communication précédente, notamment. C'est vrai que l'image d'un cancer, je ne suis pas sûre que ce soit hyper sexy, mais voilà, ça peut être en tout cas explicatif, ça peut être en tout cas dire, on se donne la peine de me donner des éléments sémiotiques différents, enfin une sémiotique différente pour justement pour m'aider à comprendre. Bon, voilà, je ne suis pas sûre que c'est une petite partie de la réponse. Quoi. Attrayant, par exemple, le fait que ce soit écrit trop petit, on pourrait dire aussi que ça, ce n'est pas du tout attrayant. Donc, je pense qu'on pourrait réfléchir cette question d'attrayant peut-être par la négative, en disant qu'est-ce qui ne rend pas un texte attrayant, et puis au contraire, voilà, après, on arrivera peut-être à en trouver quelques éléments pour donner envie de rentrer dedans. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Véronique, est-ce que tu as une dernière petite question avant qu'on termine? C'est absolument passionnant et moi, l'idée d'ergonomie discursive me plaît énormément. On en avait parlé au dîner. On avait déjà parlé, oui, tout à fait. Oui, vraiment, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement… Tu n'as pas appris grand-chose de nouveau par rapport à ce que… Non, si, moi j'ai très porteur. Et merci d'avoir rappelé que le texte n'est jamais éternel, qu'il est toujours dans un contexte et que le mot contexte peut bien dire texte avec et que il y a vous allez trouver que j'aime bien ce mot, mais il y a une temporalité. Ce qui se passe en 2000, c'est pas ce qui se passe en 2021 et que même si le texte, l'information crue était peut-être la même, et encore, c'est même pas sûr, elle est toujours à adapter au contexte des personnes et donc des usagers, et là, par rapport à vous, des patients. Et ça demeure une adaptation de la part des rédacteurs et de toute l'équipe qui sont au service des patients.
Donc, merci de l'avoir rappelé, que ce n'est pas simplement un problème de vulgarisation. Bien sûr, C'est déjà un travail énorme, mais ça va plus loin que cela. C'est construire des interactions bienveillantes, comme vous l'avez montré aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment, Valérie, merci. de la vie, de Sorbonne. Merci infiniment. Et je tiens à vous dire que nous allons passer à une pause santé, comme on le dit au Québec, de 10h30 à 10h45 et nous reprendrons ensuite avec justement nos collègues d'Oudiné, Sarah, Sonia et Mario Cassini, Sarah Vecchiato, Sonia Gerolimi et Mario Cassini. À tout à l'heure et bonne pause. Merci encore Valérie Delavigne. Merci.